Je me rappellerai toujours de mon premier post sur LinkedIn où tu vois, je testais pour la première fois et j'avais eu 600 vues. J'avais trouvé ça incroyable, tu vois, je m'étais dit, putain, mais je viens d'écrire un truc. Il y a 600 personnes qui l'ont lu. Alors qu'en soi, les métriques, maintenant, quand je fais 600 vues, pour le coup, actuellement, maintenant, c'est plus du tout les mêmes échelles. Tu vois, tout. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Merci beaucoup pour l'invite. Ça va, merci. Moi, ouais, ça fait 2, 3 ans que je te suis sur LinkedIn, donc tu vas nous dire à partir de quand tu t'es lancé. Alors, moi, j'ai découvert la Workiné il y a 2, 3 ans et vraiment cette kiné qui a envahi LinkedIn et qui est devenue la référence en France pour tout ce qui est kiné en spécialité de travail au bureau, tout ce qui concerne ces questions-là. Et je Ça me m'a fait disais, sourire quand j'ai lu ça dans ta préparation. Parce que moi, je le dis pas quand même, mais ça m'a fait sourire. J'ai mon amie, elle me dit, ah, tu vois que t'es la référence. Je dis, ouais, elle va dire ça. ben C'était oui, rigolo, c'était mignon. ben oui, et c'est le marché qui le dit, donc la vérité là. Moi, pourquoi je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans The Impactors, c'est que on a beaucoup de consultants, de coachs, d'experts dans l'impact, dans tout ce qui est durabilité, impact sociétal, et qui écoutent ce podcast, qui sont pas forcément des marketeurs à la base. Souvent, c'est des profils scientifiques, ingé, et je trouvais intéressant d'avoir ici quelqu'un, donc une vraie scientifique à la base, une kiné. Comment tu as réussi à exploser sur LinkedIn, mais c'est pas tellement ça la fin en soi, c'est surtout de devenir incontournable dans ta spécialité, dans ton secteur, et comment aussi tu arrives du coup à aider plein de personnes, d'entreprises sur les sujets que tu accompagnes. Et en même temps, ben, au passage, en profiter pour que tu nous donnes des conseils sur comment se tenir, Ah oui, voilà, ça parce se... on bosse tous, enfin les 3 quarts, on bosse tous derrière des ordi, derrière des écrans. Ça serait bien que tu nous donnes quelques conseils là-dessus. Donc, Avec plaisir. alors du coup, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, moi, je suis Mathieu Mathilde, je suis kiné depuis maintenant 13 ans. Et je me suis spécialisée au fur et à mesure dans la prévention au travail et principalement dans la prévention au travail de bureau. En fait, l'historique est que j'ai eu un peu un petit ras-le-bol professionnel. Donc moi, je suis kiné en cabinet libéral. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de mal de supporter la souffrance de mes patients. On est confronté quand même quotidiennement à des gens qui ont des douleurs. Et un jour, j'ai une patiente qui est arrivée, que j'avais pas vue depuis 3 ans, et qui est arrivée pliée en deux, opérée 3 fois du dos, douleur irréversible. Elle avait 37 ans. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de faire ça toute ma carrière, et finalement de pas avoir d'action en préventif pour essayer que les gens n'arrivent pas dans des situations irréversibles et un peu catastrophiques quand même pour leur santé et pour leur vie personnelle et professionnelle. Donc je me suis formée à la prévention et un peu après m'être formée, je suis arrivée un peu sur LinkedIn pour faire un peu de transmission. Et donc au final, c'est un peu comme ça que tout s'est construit après au fur et à mesure. Donc, prévenir plutôt que guérir. Exactement. et, et transmettre. C'est important pour toi et c'est ce qui t'a mené où tu es aujourd'hui. Euh, alors, on est beaucoup à écouter donc les personnes et qui écoutent ce podcast. On est beaucoup à travailler derrière des écrans toute la journée, que ce soit au bureau, dans un coworking ou chez soi. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Est-ce que tu remarques des erreurs sur les postures? Comment se tiennent les gens qui ont des boulots un peu sédentaires comme nous? J'en ai plein de conseils. En vrai, ça serait dur de tout résumer en quelques minutes, parce qu'en fait, faut pas oublier non plus qu'il y a toute une partie individualisée. En fait, finalement, on est tous différents, personne n'a le même matériel, nous-mêmes, on se positionne différemment devant notre poste de travail. Donc, ça va amener différentes problématiques. Après, en général, il faut quand même se dire que pour être en bonne santé devant son ordinateur, la première chose, c'est d'avoir quand même optimisé un peu ses réglages. Donc, par exemple, de ne pas travailler sur son ordinateur portable en permanence, mais de le rehausser pour qu'il soit à la bonne hauteur, à la bonne distance. Donc, par exemple, un petit rehausseur pour l'ordinateur portable, c'est indispensable avec un clavier et une souris, bien évidemment.
Donc ça, c'est pour la partie un peu nomade. Et après, pour tous les travailleurs de bureau qui vont être devant un poste fixe, c'est de prendre le temps d'optimiser les réglages de son siège, le positionnement de son écran, de comment on positionne notre clavier, notre souris, pour qu'en fait, finalement, on ait le moins de contraintes possible sur son corps du fait d'être devant son ordinateur toute la journée. J'aime bien souvent donner l'exemple ou même de moi. En fait, moi, quand je me suis installée dans mon cabinet de kiné, et ben en fait, j'ai dû acheter un certain nombre de matériel pour pouvoir monter mon cabinet. C'est un peu la même chose quand on s'installe devant un ordinateur, sauf que effectivement, on peut le faire d'un ordinateur portable et de notre chaise de cuisine. Sauf que ça va pas avoir le même impact évidemment sur notre corps. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'essayer d'optimiser notre existant pour avoir le moins de contraintes possible. Et la deuxième étape, c'est d'inclure le plus de mouvements dans notre quotidien professionnel, parce qu'en fait, on le sait, la sédentarité, donc ça a un réel impact sur notre santé. Ça va avoir des contraintes, donc en termes de maladies chroniques, que ça va augmenter en fait le statistique. La petite stat qui est un peu horrible, mais c'est le fait d'être assis 10 heures par jour, ça augmente de 46% notre risque de mortalité prématurée. Donc en fait, c'est énorme l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Et ça, pour le contrer, c'est d'une part de rajouter le plus de mouvements possible dans son quotidien, donc d'être actif et de sortir de l'inactivité physique, et de séquencer notre temps ainsi, donc de se lever le plus régulièrement possible, parce que plus on va passer de temps assis sans bouger, plus ça va avoir d'impact sur notre santé. Bon, déjà, j'ai quasiment zéro sur l'ordi portable, les postures, les chaises, la hauteur. On est mal. Alors, on est tous un peu comme ça. En fait, ce qui est difficile, c'est que, tu vois, quand on est dans des milieux de la santé comme ça, on rajoute vachement d'injonctions. Tu vois, en fait, finalement, la sédentarité, c'est en train de, en fait, on commence à s'en préoccuper, mais c'est des choses sur lesquelles, en fait, on est confronté depuis très longtemps. Et en fait, c'est parce qu'on se rend compte de plus en plus de l'impact que ça va avoir sur la santé des gens et même sur la santé des enfants. Donc, c'est quand même quelque chose maintenant dont on se préoccupe le plus. Mais en fait, du coup, faut comprendre l'impact que ça va avoir sur notre santé et potentiellement sur les risques qu'on encourt. Pour autant, faut pas tomber dans la culpabilisation ou la peur, parce que sinon ça paralyse plutôt qu'autre chose. Donc, faut se dire que étape par étape, petite chose par petite chose, on peut changer son quotidien et faire en sorte de limiter l'impact sur notre santé. Il y a les par paliers. Et Exactement. Tu recommandes pour les pauses, les étapes, pour séquencer un peu sa journée, pour se lever, marcher, etc. Tu recommandes à combien de temps les séquences de travail? Alors, c'est pas moi qui le recommande, hein, pour le coup, c'est l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, les recommandations, c'est de se lever maximum toutes les heures. En ce moment, ils parlent même de demi-heure, tu vois, donc ça fait très rapproché, mais au moins toutes les heures, en fait, faut se lever, faut marcher un peu, faire quelques mouvements, réactiver son corps, en fait, parce que tout ça, c'est aussi une question de circulation sanguine. En fait, quand on est assis très longtemps, on va pas forcément favoriser notre retour veineux, parce qu'en fait, on n'a pas de contraction musculaire au niveau de nos jambes, donc on va avoir un moins bon retour veineux. Et forcément, en fait, on va pas utiliser notre cœur, on va pas utiliser nos poumons, nos organes, en fait, à l'intérieur de notre ventre, ils sont moins drainés parce qu'en fait, on n'a pas de mouvement, du coup, avec notre buste. On a, du coup, ce retour veineux qui est plus problématique. On utilise moins d'énergie, donc, en fait, on a notre glycémie qui va augmenter. Enfin, bref, du coup, en fait, c'est une réaction en chaîne qui va se poursuivre. Donc, les recommandations, c'est de se lever toutes les 30 minutes à 1 heure. Après, faut pas se dire qu'on ait besoin d'aller courir un marathon toutes les heures. On sait que, en fait, 3 ou 4 minutes d'activité vont déjà, en fait, réactiver toutes nos fonctionnalités. Donc ça, c'est déjà hyper important. Et après, ce qui est recommandé, c'est d'atteindre les 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, c'est d'avoir cumulé au cours de notre journée 30 minutes de marche, de vélo, pour réactiver son corps au quotidien. Ouais. Bon, sur ça, ça va. Sur ça va. Avoir un chien, ça aide beaucoup Alors ça, là-dessus. c'est génial. Ouais, Un chien, c'est très bien. Pour ça, on est obligé d'aller sortir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On c'est y va. ça. C'est ça. Et on devient plus tolérant face au climat, à la chaleur, au C'est vrai. froid. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Et c'est du vrai. On coup, n'a pas le choix parce que lui, il veut. et lui, il veut, il a besoin. C'est ça. Et du coup, quand tu expliquais comme tu l'expliques, en fait, je trouve, ça a beaucoup plus d'impact. On se dit vraiment voilà, il faut le faire, que juste quand on entend le chiffre sur les décès prématurés, même si ça fait peur.
Ça fait vraiment peur. Donc du coup, ouais, on voit que la transmission, tu as ça, tu as ça dans le sang. Tu disais, c'est pour ça que tu t'es lancé sur LinkedIn pour transmettre. Euh, Aujourd'hui, tu es devenu la référence sur LinkedIn. On en parlait avant, on Ouais. rigolait. Je t'ai fait rire quand je t'ai dit ça. Mais la Workiné, moi, ça fait 2 ans, 3 ans que je la suis, je crois, sur LinkedIn. Comment tu es passé de kiné à la Workiné qui aujourd'hui est incontestable? Je pense que, en fait, j'avais pas forcément d'attente. En fait, je suis arrivée ici, ma seule volonté, c'était de me dire, je veux faire de la prévention, donc je veux transmettre au plus grand nombre. Donc les réseaux sociaux, c'est quand même vecteur pour ça. Et du coup, j'avais pas d'attente métrique. Tu vois, moi, je me rappellerai toujours de mon premier post sur LinkedIn. Donc tu vois, je testais pour la première fois et j'avais eu 600 vues. J'avais trouvé ça incroyable, tu vois, je m'étais dit, tiens, mais je viens d'écrire un truc. Il y a 600 personnes qui l'ont lu. Alors qu'en soi, les métriques maintenant, quand je fais 600 vues, pour le coup, actuellement, maintenant, c'est plus du tout les mêmes échelles. Mais, tu vois, au tout début, je m'étais dit, mais c'est dingue parce qu'en fait, potentiellement, il y a peut-être 600 personnes qui se disent, ah bah ouais, c'est vrai, il faut peut-être bouger un peu plus. Donc en fait, je pense que je me suis jamais trop attachée aux métriques et que je transmettais les messages que j'avais envie de transmettre sans trop me poser de questions dans tous les cas au démarrage. Maintenant, je dirais Ouais, plus que c'est la même chose, mais c'est vrai qu'en tout cas au début, tu vois, j'avais pas du tout de pression de réseaux sociaux dans la mesure où j'étais juste là pour donner de l'information et transmettre en fait pour essayer de créer un peu ce déclic santé pour les gens qui me lisaient. ouais, donc en fait, c'est pas c'était pas intéressé, c'était pas je veux faire tant de d'impressions, tant de vues, donc je vais poster comme ça. Tu postais vraiment pour aider les gens, pour leur apprendre quelque chose, quoi, leur amener de la valeur, quoi. Ouais, totalement. Et c'est toujours un peu ce que je fais. En fait, pour le coup, les métriques, je m'y intéresse pas énormément. Alors, contrairement à tout ce que les marketeurs peuvent dire, tu vois, essayer de voir quel post marche le mieux. Moi, là-dessus, je m'en fous un peu parce que, pour le coup, la création de contenu, c'est quand même très, très chronophage. C'est quand même beaucoup de temps de travail. Donc, du coup, moi, j'essaie toujours que mes idées m'inspirent et me fassent autant plaisir à les écrire. Donc là-dessus, c'est vrai que je ne suis pas une très bonne élève métrique, en tout cas. Le principal, ce qui est dit, hein, ce qui se dit, c'est que pour que ça marche, en fait, il faut vraiment que ça aide les gens. Et C'est vrai. tout simplement. Et du coup, tu parles du temps, parce que c'est vrai, c'est une question que tout le monde se pose et c'est une question aussi qui frustre beaucoup. Ça demande du temps. Toi, au début, combien de temps tu passais par semaine là-dessus? Enfin, est-ce que tu as une idée de combien ça te prenait? Je pense que j'y passe. Enfin, en fait, mon temps, il a pas énormément changé entre au tout début et maintenant. Peut-être que maintenant, j'arrive à écrire plus vite, mais je passe beaucoup plus de temps à répondre aux commentaires. Donc, en fait, finalement, ça s'équilibre. Mais j'y passe quand même beaucoup de temps. Alors moi, j'ai un emploi du temps un peu particulier parce que je suis encore à mi-temps dans mon cabinet de kiné. Donc, je travaille 2 jours par semaine dans mon cabinet et donc je suis après le reste du temps sur mes projets et donc sur la création de contenu, sur mes interventions en entreprise, etc. Et je travaille tous les soirs. Donc, du coup, généralement, ma création de contenu, je l'ai fait les soirs après que mes enfants soient couchés. Donc, donc ça me prend, je sais pas, je dirais peut-être entre 6 et 15 heures par semaine, peut-être. Tu vois, c'est hyper dépendant de si mes posts marchent bien et donc du coup que j'ai plus de commentaires. Des changements d'algorithme de LinkedIn qui d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, mais du coup, t'as moins de commentaires qu'avant. Donc ça dépend un peu de tout ça. Ça dépend. Avant, je faisais énormément de vidéos. Après, LinkedIn a un peu censuré les vidéos. Donc, j'ai rechangé, j'ai refait beaucoup plus de carrousel. Donc, tout ça, ça dépend de tout ça, mais c'est quand même un temps conséquent de création de contenu à la semaine. 3 freelances à impact sur 4 ont un profil LinkedIn qui les empêche d'attirer des clients. C'est la conclusion de l'audit que j'ai développé et que plus de 40 coachs et consultants ont réalisé. 58% de ceux qui l'ont réalisé déclarent qu'il est difficile pour un visiteur de comprendre ce qu'ils font en voyant leur profil.
Dans ces conditions, impossible d'installer leur expertise et leur personne dans la mémoire de leur client cible, impossible de bâtir une relation de confiance et impossible de déclencher le passage à l'action de leur audience et de leur secteur. Alors, ce n'est pas juste un problème perso qui les empêche de s'endormir sereinement le soir, mais une urgence qui freine la transition d'un monde qui a besoin d'accélérer. Voilà pourquoi je lance l'Impact Day, un jour pour t'installer une présence LinkedIn qui te permet chaque mois d'attirer de nouveaux clients sans passer ta vie dessus. Ou comme dirait Sonia, une consultante RSE qui a audité son profil avec Mondiag, un bootcamp éclair pour un dé débordé et sans beaucoup de trésor. Tu veux profiter du tarif de lancement et des bonus qui vont avec? Candidate vite, le lien en description de l'épisode. Allez, bonne écoute. Donc tu parlais entre 6 et 15 heures par semaine et tu disais je passe aussi beaucoup de temps à commenter, à interagir avec les autres. Tu dirais sur ta semaine, ton temps que tu consacres entre vraiment la création, ce que tu crées toi et l'interaction, tu découperais comment? 50-50, 80-20? Je dirais ça c'est dur. En fait, là-dessus, moi, j'analyse pas vraiment mon temps, je tag pas tout, donc je peux pas vraiment savoir. Mais répondre aux commentaires, je dirais que ça me prend peut-être au moins 1 heure par jour. Donc ça, je le fais tous les jours. Et la création de contenu, je dirais que oui, c'est entre 6 et 15 heures, 6 et 10 heures maximum peut-être. La semaine. Ouais, je tournerai comme ça à peu près. Et du coup, je publie tous les jours, donc ça me fait un peu ce temps-là. Ça fait du boulot. Et du coup, avec le temps, est-ce que tu as développé un peu des techniques, des méthodes pour essayer de gagner du temps progressivement? Je pense que j'ai cadré ma création de contenu, tu vois, donc tu vois, par exemple, je sais que les mercredis soirs, je vais faire toutes mes idées de posts pour la semaine d'après. Après, je commence à écrire. Donc au début, j'écris tout parce que alors du coup, je fais rien avec l'intelligence artificielle. C'est moi qui écris tous mes posts et je j'utilise pas du tout l'IA pour m'aider à rédiger. Donc du coup, je rédige. Après, je recorrige ce que j'ai rédigé. Après, je fais mes visuels ou mes vidéos. Donc en fait, je fais au fur et à mesure comme ça. Des fois, j'ai pas le temps, donc je fais jour par jour. Mais généralement, j'essaye de tout faire ma semaine. Tu vois, le jeudi ou vendredi soir, je sais que toute ma semaine prochaine est prévue. Ça, c'est un peu mes tips organisationnels, mais je ne suis pas sûre d'être un exemple d'organisation en tant que telle. Oui, déjà de batcher, comme tu dis. Et moi, je sais, je sais, avec ma femme, tu vois, les repas, la cuisine, c'est le dimanche. Et franchement, ben, c'est bête, mais ça aide. Enfin, Ça c'est pas que gagne du ça temps. aide, c'est que le mardi soir, si j'ai pas ça, ben, je mange n'importe quoi. Parce que j'ai pas le temps, voilà, parce que tu as plein de choses, ta semaine, elle est en cours. Mais du coup, ouais, de batcher, c'est un bon conseil. Est-ce que tu as remarqué des types de posts qui marchaient plutôt que d'autres? Tu parlais de la vidéo qui avait baissé. Est-ce que tu as remarqué des choses qui marchent plus que d'autres? C'est difficile à dire parce que du coup, entre le début où je suis arrivée sur LinkedIn et maintenant, ça a déjà beaucoup changé. Donc en fait, je dirais que c'est plutôt l'algorithme qui détermine un petit peu. Mais les carousels sur LinkedIn, c'est quand même toujours un peu roi dans la mesure où finalement les gens ils passent plus de temps sur ton post, donc du coup généralement il est un peu plus montré. Les vidéos en ce moment ça remarche un petit peu plus, donc puis moi j'aime toujours en faire, donc dans tous les cas je fais quand même toujours un peu de contenu vidéo. Et après, sinon, c'est des contenus texte classiques avec une illustration et une photo. Moi, j'en fais pas énormément, mais il y a beaucoup d'infographies aussi qui fonctionnent très très bien sur LinkedIn. En fait, je pense qu'il faut réussir à trouver des formats qui nous plaisent aussi pour y prendre plaisir et du coup tenir sur le long terme pour produire du contenu régulièrement. Donc l'idéal, c'est le format qui te plaît et le format sur lequel ton lecteur, la personne qui le voit, va potentiellement passer un peu plus de temps à le regarder ou à le lire. Alors je dirais que le plus important c'est quand même d'apporter de la valeur parce qu'en fait finalement plus tu vas amener de valeur à ton lecteur, plus il va avoir envie de voir tes contenus d'après. Il faut, oui ça je pense que c'est quand même la priorité, sinon en fait t'es pas suivi et sinon les gens trouvent pas d'intérêt à lire tes contenus au final. Peut-être un peu d'originalité, tu vois, de trouver un angle un peu différent de ce qui se fait déjà. Et après, le type de format, ça, c'est plutôt en fonction des aléas algorithmiques, on va dire. Ouais, ça change souvent, mais voilà, Change un peu. le mantra en fait qui reste, c'est de dire on apporte de la valeur.
On Oui, veut aider. je pense que c'est la priorité quand même. Et si tu arrives à marcher depuis, au fil des années, c'est que tu permets ça. Et, J'essaye. ben écoute, pour l'instant, tu y arrives plutôt bien. Donc, aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises, c'est ça. Comment est-ce que les entreprises viennent à toi? Est-ce que c'est du LinkedIn? Est-ce que c'est autre? Dans la majorité des entreprises, c'est LinkedIn qui me contacte. Je travaille avec une entreprise aussi où eux proposent des formations, donc du coup c'est eux qui là vont me proposer des interventions. Sinon 90% des entreprises qui me contactent. Moi, je fais pas de prospection, j'ai pas le temps pour le coup, donc je prospecte pas, je fais pas de prospection, j'envoie pas d'email, donc je fais pas tout ça. Mais du coup, c'est les entreprises qui me contactent sur LinkedIn, qui ont vu mon contenu et qui apprécient ce que je fais, donc qui me demandent d'intervenir dans leur entreprise. En fait, ça s'est construit comme ça au fur et à mesure. Au début, moi, je proposais pas forcément d'offres ou quoi que ce soit. C'est à force qu'on me contacte et qu'on me demande que j'ai construit au fur et à mesure mes offres. Et c'est la majorité, c'est comme ça. C'est les RH qui me contactent et ensuite on prévoit en fonction de leurs besoins. Tu vois, si c'est une sensibilisation, bah, ça va être plutôt un format conférence. Si c'est des besoins d'audit de poste, bah, en fait, je passe la journée dans l'entreprise et puis on fait des audits de poste individuels pour que les salariés ils aient des postes adaptés. Je fais des fois j'amène tout le Ouais, matériel ergonomique que ouais, je peux avoir, puis je fais des présentations de matériel pour que les gens puissent tester. En fait, je m'adapte aux besoins de l'entreprise et à ce qu'ils attendent pour la santé de leurs salariés. Puis aussi en fonction de là où ils en sont, tu as des gens qui ont déjà fait énormément de choses, donc qui vont déjà avoir beaucoup sensibilisé leurs collaborateurs. T'en as qui se mettent dans la prévention, donc du coup c'est toujours sympa de faire un petit rappel. Donc du coup tout dépend des besoins finalement de l'entreprise dans lequel j'interviens. Je fais toujours du sur-mesure et du cas par cas. donc on va parler de tes accompagnements, mais d'abord, donc tu disais, la plupart des entreprises viennent à toi grâce à LinkedIn. Est-ce que tu parles, par exemple, tu parlais de RH, surtout qui viennent à toi. Est-ce que tu parles beaucoup des bénéfices concrets qu'amène, par exemple, un accompagnement sur les postures au travail? Quand je dis bénéfices, je pense à, par exemple, l'absentéisme, des choses comme ça, qui pour les RH, en fait, c'est un petit peu, ils regardent le bien-être. Ça fait partie des choses qu'ils regardent aussi. Est-ce que ça, tu en parles dans tes posts? Eh bien pas tant que ça me fait dire. Je me dis, quand tu disais ça, je me dis, tiens, peut-être qu'il faudrait que je... Non. En fait, pour la petite anecdote, ça doit être l'année dernière, j'avais pris un consulting avec quelqu'un qui m'aidait à structurer mon activité. Et elle m'avait dit, mais en fait, faut que tu parles beaucoup plus aux entreprises, que tu montres que ça va leur apporter ça, que ça va leur faire gagner tant, que et en fait, j'ai essayé pendant un mois. Alors là, pour le coup, tu vois, c'est le seul moment où j'utilisais ChatGPT pour m'aider dans mes posts parce que je n'y arrivais pas. En fait, je n'arrivais pas à écrire directement, tu vois, pour ça parce que je pense que en fait, ça correspond pas vraiment à mes envies de transmission. En fait, moi, mon intérêt, c'est que le collaborateur il soit en bonne santé et que les gens ils aient un déclic, tu vois, et qu'ils aient envie de prendre soin de leur santé et non pas de dire qu'ils auront moins d'absentéisme, ça tu vois, ça me parle beaucoup moins moi en tant que soignante, mais et je pense que c'est toujours, en fait ça c'est des chiffres qui vont être des chiffres globaux et que les RH connaissent tous. Pour autant, en fait, t'as jamais de retour immédiat sur investissement, tu vois. Par exemple, quand moi j'interviens dans une boîte, j'ai totalement conscience que c'est pas pour ça que l'année d'après ils vont avoir plus aucun absentéisme. En fait, la santé c'est hyper compliqué et en fait c'est toujours des petites graines qui viennent se semer. Donc en fait toi tu viens, tu sèmes une petite graine et puis bah, peut-être que un peu après bah, tu vas ressemer une autre petite graine ou qui vont capter une graine de quelqu'un d'autre et en fait au fur et à mesure t'arrives à changer tes comportements, tes façons de faire. Donc c'est tout un chemin. Donc là-dessus, c'est peut-être pour ça que j'arrive moins en tout cas à parler directement de bénéfices. Je le fais, tu vois, par Ouais. exemple, à chaque fois que je fais une intervention d'entreprise, je fais un petit post sur LinkedIn pour dire que j'ai été dans telle entreprise, ce que j'ai fait, etc. Donc je pense qu'inconsciemment, tu vois, ça parle aux RH et que ça leur fait dire
Ah oui, effectivement, ça peut être bénéfique aussi. Mais en fait, je pense que la majorité des RH qui me contactent, c'est pas forcément pour gagner. Ils veulent pas gagner, tu vois, en financier. Je pense qu'ils veulent prendre soin de la santé de leurs collaborateurs, amener quelque chose qui va changer un peu des autres actions qu'ils peuvent avoir faire. Tu vois, je pense qu'ils cherchent plus un peu un concept que finalement juste un gain en tant que tel. Les RH, ça reste C'est quand même des gens qui sont proches de c'est leurs très, salariés et qui veulent en ouais, prendre soin. Donc c'est toujours dans une démarche hyper bienveillante. de care. C'est des personnes très, pour qui le social, Mm. c'est important. C'est important. Sûr, c'est pas comme si tu parlais à un directeur administratif et financier. Mais J'ai du coup, rarement l'occasion de leur parler, donc je ne sais pas. mais c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Ce que tu dis que du coup, tu t'es mise à utiliser ChatGPT parce que pour toi, ça te parlait pas de poster comme ça avec une approche ROI. Mais pourtant, en fait, pour moi, tu as une approche ROI. Tu as une approche ROI quand tu postes. C'est drôle. Parce que, mais, parce que le ROI, en fait, c'est toujours quel est le ROI pour la personne qui te lit, qui t'écoute. Pour un directeur administratif et financier, peut-être que ça va être l'absentéisme parce que l'absentéisme, ça coûte tant à l'entreprise. Par contre, pour un RH, c'est est-ce que mon employé, le soir, quand il finit sa journée, il a moins mal au dos? Est-ce que quand il arrive le matin, il est content d'arriver, tu vois? C'est ça le vrai bénéfice pour lui. Et si tu arrives à ça, ben, pour lui, il a gagné, quoi. Il se dit, et en plus, tu parlais de concept, de méthode. Alors ça, c'est le Graal. C'est le Graal quand tu as ça. C'est ce que tu as développé. C'est possible, tu vois. Mais en vrai, oui, je suis pas autant dans l'analyse, donc je sais, mais c'est possible. Mais je Mais tiens à parce dire, que du coup, c'est je n'ai, extérieur. oui. Parce que Et, moi, je et vois pour, ça, je te parle. oui, oui, totalement, totalement. On n'a pas la même analyse. Et alors, le petit truc drôle, c'est qu'en fait, du coup, j'ai fait ça pendant un mois pour écrire vraiment ciblé entreprise. Et en fait, ça a pas du tout marché. Mes posts marchaient pas du tout. C'était une cata. Je dis, allez, moi, j'arrête tout. Je reprends comme moi j'ai envie d'écrire Ouais, et ce qui me fait trop. plaisir de transmettre. Et tu vois, finalement, donc Mais c'était parce que un tu essai parlais, pas concluant. parce que tu parlais plus aux personnes qui aiment, qui te suivent, en fait. Ça sonnait creux, Ouais, peut-être je pour pense que ça me elles, à ce correspondait moment-là. plus, donc ça n'allait pas, ouais. Ouais. Et du coup, donc, sur les accompagnements que tu proposes, tu parlais des conférences. Donc, voilà, petit à petit, les gens sont venus pour te faire des demandes. Comment on construit une conférence quand on n'en a jamais fait? Avant ça, avant l'épisode, tu me demandais le podcast, comment ça s'est fait, comment tu as fait. Mais maintenant, je te retourne la question pour les conférences. Comment je l'ai créé? Bah, écoute, ça, pour le coup, c'est venu assez naturellement. Je me suis pas beaucoup posé de questions. Moi, ce que je voulais, que c'était une conférence hyper interactive ou de faire bouger les gens. Pour moi, c'était inconcevable de faire une conférence d'une heure sur la sédentarité et que les gens ne se lèvent pas du tout de leur chaise. Donc, j'ai essayé de créer quelque chose de d'interactif et en fait du coup de faire en sorte que le collaborateur on interagisse l'un avec l'autre et de le mettre finalement en action et de lui prouver à la fin que finalement en 5 minutes d'exercice par-ci par-là ou même 30 secondes, tu vois, parce qu'au tout début je commence par un tout petit exercice qui va durer 1 minute. Après en fait je voulais que la personne elle ressente au niveau corporel ce que ça pouvait lui amener comme bénéfice de venir mobiliser son corps. Et donc, du coup, j'ai construit ça un peu comme ça, tu vois. J'inclus des expériences pour montrer l'impact de la sédentarité sur son corps. J'inclus un petit quiz où, en fait, les gens vont devoir bouger pour répondre aux questions. Du coup, j'ai construit ça au fur et à mesure. Et puis après, c'est un peu de l'essai et de l'erreur. Tu vois, t'en fais une, tu vois ce qui a bien marché, pas bien marché. Et puis, en fait, après, j'ai trouvé un peu mon roulement. Et les entreprises sont à chaque fois très contentes. Donc, du coup, je me dis que ça doit pas être trop mal. Donc, de pas attendre que tout soit parfait pour lancer la première. Et Totalement. tu as vraiment construit ça comme une activité. Ça, c'est vraiment cool. Euh, et tu organises aussi des challenges. Alors, je sais pas si tu vas en parler. On n'est pas obligé. Alors en fait, j'en ai organisé. Donc ça, c'était un peu dans la poursuite de mes offres, parce que du coup, on me demandait un petit peu plus, tu vois. Donc du coup, au-delà des interventions que je pouvais faire d'une ou deux journées dans l'entreprise pour les audits de poste, etc. Et j'avais envie, tu vois, en fait, mon but, c'est quand même de favoriser le mouvement dans le quotidien professionnel. Donc j'avais réfléchi un peu à un concept comme ça.
Mais en fait, de toute seule à tout organiser, en fait, c'est compliqué sans outils derrière. Donc du coup, en fait, on me demandait souvent si après, si j'avais un outil numérique pour venir poursuivre en fait l'activité pour remettre les gens en mouvement. Donc je n'en avais pas. Donc du coup, ça a été mon autre étape. Et du coup là, c'est ce que je suis en train de construire. En fait, finalement, cette envie de challenge et de faire bouger les gens et créer de la cohésion finalement pour changer la culture santé en entreprise. Et bah du coup, je suis en train de la mettre dans une application. Donc là, c'est ce que je suis en train de travailler avec un développeur où on est en train de créer un petit Tamagotchi de la santé. Donc, il s'appelle les Worky, nos petits Tamagotchi. Et du coup, en fait, le collaborateur va adopter son petit Worky qui va donc lui donner des exercices à réaliser tout au long de sa journée. Donc des exercices très courts, en 1 minute, tu te lèves, tu as 2 minutes d'exercice quoi, en gros, puis après tu te rassois, ou tu en refais d'autres si tu as envie, libre au collaborateur de continuer. Et donc après de créer tout un système de défis et de challenges pour renouer finalement du lien autour de la santé en entreprise. Donc ça, c'est le gros chantier sur lequel je suis en train de travailler. C'est trop bien. Donc, c'est une application, en fait, sur téléphone. Pour l'instant, c'est sur téléphone. Donc, du coup, pour l'instant, on est dans toute la phase de création. Donc, ça va être sur la téléphone parce que pour le coup, c'était plus simple pour avoir des retours utilisateurs, en fait, pour avoir autant le particulier, parce que moi, j'ai beaucoup de particuliers qui me suivent sur LinkedIn. Donc, autant que le particulier puisse en bénéficier. Je pense que dans mes valeurs fortes, j'ai un peu l'accessibilité du soin. Donc, je veux, en fait, finalement, pouvoir proposer des solutions accessibles au plus grand nombre. Je vois les déboires de la santé actuelle. Donc, j'ai envie de donner les clés, finalement, aux gens pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé de manière autonome. Et surtout, en amont des douleurs qu'on peut avoir au fur et à mesure. Et donc du coup, donc pour l'instant c'est sur téléphone portable et après je pense que dans l'évolution, on pourra très bien l'intégrer à Microsoft Teams ou à Slack. Ça c'est dans mes projections futures en fonction des demandes des entreprises au final. Donc, en usage pour un particulier, pour un monsieur ou madame tout le monde, éventuellement en entreprise, dans les équipes, une application peut-être plus tard, quelque chose qui sera intégré dans les PC au bureau sur Teams ou autre. En fait, c'est ça, les conférences, les accompagnements. Tu montres que on peut être kiné et en même temps ne pas juste se limiter à faire des consultes pour avoir de l'impact. Tu vas beaucoup plus loin en fait. Alors, je pense que je veux pas minimiser l'importance de notre métier parce que en fait on en aura toujours besoin. Le fait de rééduquer, c'est hyper primordial et nous on a la chance. Enfin tu vois moi je trouve qu'on a un métier extraordinaire dans la mesure où on est peut-être la seule profession médicale. Enfin peut-être pas la seule parce qu'il y en a quand même encore, mais tu vois on a vachement le temps avec le patient. On passe du temps avec lui, on le voit plusieurs fois. Donc, tu vois, moi, j'ai une relation. Je De long pense terme. qu'on fait partie des gens qui ont les plus proches relations. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'avais un patient qui est ingénieur du son dans des concerts. Enfin, on a peut-être parlé, je sais pas, 2 ou 3 séances de toutes les contraintes qu'il peut avoir au niveau professionnel. Et ça, je trouve que c'est une richesse assez extraordinaire d'avoir cette relation avec le patient. Je dirais quand même que c'est hyper impactant aussi en tant que tel. Mais après, moi, j'avais envie, j'ai toujours eu un peu une âme d'entrepreneuse, tu vois, où je voulais monter un truc. Donc, je rêverais un jour que Worky puisse être, tu vois, un outil de référence pour que les gens puissent prendre soin de leur santé. J'aimerais bien, mon idéal rêvé, tu vois, que ça soit vraiment quelque chose qui puisse être moteur pour permettre aux gens de tenir sur la durée, parce qu'en fait, ce qui est le plus dur, c'est de tenir ses efforts sur le long terme. Donc là, en ayant un petit personnage dont la vie dépend en fonction de si oui ou non tu fais des exercices, j'espère que ça pourra aussi motiver. Et après, pourquoi pas, j'espère être dans toutes les écoles de France où chaque petite classe aura adopté son Worky, on lui aura peut-être donné un autre nom, mais pour qu'en fait, dès l'enfance, on prenne l'habitude d'avoir son petit personnage et d'avoir son petit mouvement à faire, parce que finalement, c'est parce que depuis qu'on est à l'école, on nous apprend à être assis sagement sur une chaise. Que tu sois le Tamagotchi que tous les enfants de demain s'arrachent. Exactement. C'est ça, c'est tout ce qu'on te Enfants et souhaite. adultes, ça sera Enfants et parfait. adultes en plus, sans limite d'âge. Mais du Ah oui, coup, totalement. Jusqu'à la personne âgée, hein. Ça peut marcher aussi, hein. Les seniors, ils ont et besoin puis, d'activité et physique. elles en ont besoin, et elles en ont besoin. Ah oui, Du coup, totalement. pour revenir là-dessus, alors, je ne minimisais pas Non, du non, tout je sais, je sais, je sais. le travail des kinés. En fait, comme
toutes les professions médicales et même les coachs et consultants, quand on accompagne une personne vers quoi que ce soit, voilà, c'est souvent très profond et on a un impact énorme sur cette personne, mais ça reste un impact qui est que sur la personne. C'était dans ce sens-là que je voulais dire, Ouais, totalement. avec ton souci de rendre accessible ton Tamagotchi, ton Worky, pardon, ton, ton Worky, ben demain, il peut être utilisé par 100 000, 10 000, 1 million de personnes. Et Et tu vois, c'est ça qui et l'autre truc aussi qui est hyper important pour moi, c'est que, tu vois, aussi, je pense, dans l'idée de valoriser aussi notre profession, parce que je sais tout le savoir que les gens peuvent cumuler. En fait, mon but, c'est pas du tout de créer une application pour moi toute seule. Tu vois, pour l'instant, je la monte toute seule parce qu'il faut bien commencer à une petite mesure. Mais après, mon objectif, c'est finalement de faire rentrer plein de professionnels de santé, donc dans une première mesure des kinés, parce que en fait ils ont tous des savoirs hyper précis. Tu vois, je pense par exemple à une amie qui est kiné spécialisée dans les abdominaux et dans le périnée, et tu vois, finalement elle a un savoir mais de dingue. Elle a fait 3 diplômes universitaires, enfin, et en fait finalement moi j'ai absolument pas ces compétences en tant que kiné. On a tous des compétences hyper spécifiques, et du coup de pouvoir faire rentrer des gens comme ça dans l'application qui puissent faire un peu des défis finalement par rapport à leur spécialité, et qu'à la fin on ait un panel d'exercices tellement variés que la personne, elle pourra finalement personnaliser ses exercices par rapport à sa problématique actuelle, tu vois, et de faire de la prévention, tu vois, de prendre 15 jours pour travailler son périnée ou 30 jours pour travailler sa respiration, et finalement qu'à la fin, on arrive à travailler et en curatif et en préventif. Ça sera l'objectif. là, c'est royal. Là, on a de l'ambition et j'espère qu'il y a personne de Doctolib ou d'Alan qui nous écoute parce que C'est pas si la même chose. ils vont Donc en avoir ça, peur, mais si ils vont Doctolib avoir veut peur. faire un petit partenariat, Ah ben je suis ouais, ouais, là. ouais. Ah ben ouais. Non, mais parce que vraiment, cette approche ludique en plus, cette approche ludique d'apporter la santé comme une activité, tout ce vivier d'experts, de médecins, de kinés, c'est énorme. Mais du coup, cette appli, enfin, développer une application, c'est pas donné à tout le monde. Quand on est kiné, a priori, c'est pas notre métier. Pas Peut-être du que tout. oui. Tu fais comment? Non. Alors du coup, c'est pas la partie la plus facile. Alors après, j'ai trouvé un développeur avec qui je travaille. Donc du coup, finalement, on forme une équipe. Donc c'est hyper utile, et du coup en fait c'est lui qui me fait tout le développement, et donc on travaille conjointement par rapport à ça. Puis après en fait on fait étape par étape, hein. Donc là on a créé la base, moi je suis en train de mettre des exercices dessus, je vais commencer mes tests utilisateurs. J'ai déjà des entreprises qui m'ont contacté pour mettre en place Worky, donc du coup je suis en train de développer la partie entreprise pour aller la créer, le côté team building en fait, et cohésion d'équipe au sein de l'entreprise. Donc ça c'est ce qu'on est en train de développer, qu'on va aller tester sur des entreprises test, et normalement d'ici deuxième trimestre 2026, elle devrait être disponible pour tous. Si tout se passe bien, ça sera le chemin. Trop bien, on partagera et on va arriver. Alors, juste une question, une question euh, sur sur aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas obligé d'en parler, mais est-ce que c'est les entreprises qui t'ont contacté, qui commencent à financer cette appli? Est-ce que vous l'avez autofinancé? Comment ça s'est passé? Et pour l'instant, je l'autofinance. Là, je viens de finir un financement participatif le mi-octobre, donc du coup, ça va faire ma deuxième partie de développement pour poursuivre le développement. Et après, là, je suis gentiment allée voir ma banque, et j'essaye d'obtenir des subventions, mais c'est pas la partie la plus facile. Après, je réponds un peu des appels à projets. Tout ça, pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits, mais je me dis pourquoi pas, peut-être. Donc pour l'instant, j'ai tout autofinancé. Les entreprises, en fait, ça m'aide énormément, parce que du coup, j'ai déjà des lettres d'intention qui font en sorte que tout ce projet puisse se développer et être possible. Mais pour l'instant, c'est moi qui ai tout fait. Super intéressant. Ouais, la subvention, après, peut-être qu'il y a... alors, je sais que dans la communauté The Impactors, il y a des spécialistes en mécénat. Je sais pas si, dans le cadre de mécénat, sponsoring, c'est des choses qui peuvent... il y a des financements qui peuvent émerger. Mais voilà, c'est intéressant de Ça, je ne savoir. sais pas. Peut-être bien de regarder, même si tu es en forme entreprise, c'est des choses... Alors, je veux pas dire de bêtises. Enfin, c'est quelque chose à vérifier, en tout cas. Peut-être, ouais.
Pour l'instant, c'est ma communauté qui m'a beaucoup aidée et qui du coup m'aide à porter le projet. Ouais, d'où l'importance de semer ton audience et sa communauté. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. 2 questions. La première, est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui a envie d'avoir plus d'impact grâce à son métier, à son expertise? Ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais? Je pense qu'il faut avoir trouvé sa mission. C'est peut-être c'est peut-être bateau, mais tu vois, moi finalement, je suis tellement passionnée par ce que je fais que peu importe la difficulté qu'il arrive, en fait, ça ne me fait jamais abandonner. Et c'est peut-être aussi de croire en soi, de faire un petit travail, tu vois. Enfin, moi, je sais que ça, j'y travaille énormément parce que c'est pas simple d'avoir toujours confiance en soi, de te dire que tu prends les bonnes décisions. Mais en fait, finalement, le chemin, il ouvre tellement de possibilités au fur et à mesure qu'il faut s'accrocher un peu à tout ce qu'on peut. Mais je pense qu'une fois qu'on est passionné, d'une part, on n'a plus vraiment l'impression de travailler. Et de deux, en fait, ça permet de supporter autant le bas de la montagne en attendant que le haut arrive. Mais je pense que, enfin, en tout cas, je pense que quand t'es pas convaincu viscéralement de ce que tu fais en tant qu'utilité et en tant que transmission, je sais pas si ça marche quand t'es pas forcément vraiment aligné avec ce que tu veux faire. Donc, être convaincu par ce que tu fais, être conscient de ta vraie mission. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne en tête que je devrais inviter au micro pour les aider à y arriver? Alors, une personne que tu pourrais interviewer, alors tout dépend si c'est une personne genre giga connue ou peu importe. Ce qui te vient, peu importe. Ce qui me vient, alors tu vois, j'ai l'énorme chance d'avoir une mentor que j'ai rencontrée au tout début grâce à LinkedIn, qui m'accompagne et à qui je pense que j'envoie je ne sais combien de messages vocaux par jour pour m'aider et pour me conforter dans mes choix. Elle s'appelle Laetitia Enos Poiret. Elle est sur LinkedIn aussi. Et pour le coup, elle a un esprit d'analyse qui m'aide énormément. Donc, tu vois, je pense à elle. Après, ouais, je penserais à ça. Je pense que c'est quand même toujours très utile, voire indispensable, d'avoir un peu un mentor dans un projet comme ça. Top. Ben, merci beaucoup Mathilde. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.